Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prérequis pour le chapitre 12, mouvement dans un champ uniforme. C'est parti. Ok, donc on va commencer par le champ de pesanteur. Donc, si on reprend l'expression de l'intensité du champ gravitationnel qu'on a vu au collège par exemple et en seconde, hein, c'est une expression un peu compliquée, la force exercée par un astre sur un objet, qu'on peut représenter par F astre slash objet, hein, c'est égal à G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de l'astre, fois la masse de l'objet, divisé par la distance au carré. Tout ça, évidemment, ça c'est en kilos, ça c'est en mètres, et ça c'est dans les unités, de manière à ce que la force soit en newton. Bien. Bon, ça reste une expression un petit peu compliquée, qui est valable partout, mais qu'on va un petit peu simplifier. On va la transformer en quelque chose de plus simple. Tout simplement, la force subie à la proximité d'un astre, c'est la masse de l'objet fois l'accélération de pesanteur de cet astre. Alors donc, cette force, on l'appelle le poids, on la note en général P, et sur Terre, la valeur de l'accélération de pesanteur vaut 9,81 newtons par kilogramme. Alors évidemment, c'est une valeur moyenne, hein, ça change un peu en fonction de l'endroit où on est, mais on va garder cette valeur en tête. Alors, par contre, évidemment, les conditions d'utilisation de cette approximation, de cette simplification, c'est valable que sur des petites distances et que à la surface de la Terre ou pas trop loin. On ne peut pas utiliser ça, par exemple, si on est dans l'espace ou suffisamment loin de la Terre. Alors, les forces, on a vu, ce sont des vecteurs. C'est pas juste une intensité, il y a aussi une direction et un sens. Alors, le poids, on peut le définir de la manière suivante, hein. Le poids P, la force donc, est égal à m, la masse de l'objet, fois l'accélération de pesanteur de l'astre. Et dans ces cas-là, l'accélération de pesanteur, c'est devenu un vecteur. Alors, il a toujours pour norme, par exemple sur Terre, 9,81, mais cette fois-ci, sur à proximité d'un astre, ce vecteur a une norme donc constante, tout le temps la même, qui pointe toujours vers le bas, le long de la verticale. Donc, ça nous donne une représentation comme ceci, on n'est pas trop loin de la surface de l'astre, et on va avoir que des vecteurs G qui sont orientés selon la verticale vers le bas. Si on prend un objet ici, il va subir immédiatement une force qui va être G fois sa masse, donc plus ou moins importante en fonction de sa masse. Voilà, donc ça c'est un champ qui est uniforme parce que la norme du vecteur est tout le temps la même, elle est constante, il pointe toujours vers la même direction et toujours le long de la verticale. Bien, on va voir un deuxième exemple de champ, c'est le champ électrostatique. Donc si on prend une particule chargée, par exemple un électron, elle génère autour d'elle un champ électrique. Alors ce champ électrique, il est dans tout l'espace autour de la particule, et on le note en général E. Bien. Alors si on place dans ce champ, donc à proximité d'une particule chargée, on place une autre particule chargée, elle va subir immédiatement une force F qu'on peut calculer comme étant sa charge, la charge de la nouvelle particule chargée, fois le champ E généré par l'autre particule. Donc cette force, donc on voit, elle est proportionnelle à E. Alors la petite différence avec le poids, c'est que tout à l'heure le poids était proportionnel à l'accélération de pesanteur avec une masse. Ici, c'est pas une masse, c'est une charge. Et les charges elles peuvent être positives ou négatives. Ça veut dire que la force va pouvoir être positive ou négative par rapport à eux. Le sens n'est pas fixé. Là, par exemple, ici, on a représenté dans un plan, on a mis plein de petites particules chargées positivement. Et ici, si j'approche une particule chargée positivement, je vais voir que toutes les particules chargées positivement ici vont vouloir s'enfuir. Elles vont subir une force qui est vers l'extérieur. D'accord? Alors évidemment, plus on s'éloigne, plus cette force devient faible, hein, puisque c'est une force qui décroît aussi en fonction de la distance au carré. Par contre, ici, si j'approche une charge négative, cette fois-ci toutes les charges positives vont vouloir s'approcher. La force est de même intensité que si elle était positive, la charge, mais dans l'autre sens. En fait, là, on est attiré et là, on est repoussé. Donc ça, c'est dû au fait que les charges sont positives ou négatives, alors que les masses sont toujours positives. On est toujours attiré en gravitation universelle. Dans un temps électrostatique, on peut être attiré ou repoussé. Bon, alors quelques rappels maintenant en mécanique à propos de l'énergie, donc en mécanique. Alors, on utilise plusieurs définitions d'énergie en mécanique. La plus connue, c'est l'énergie qui est liée au mouvement, qu'on appelle aussi énergie cinétique. C'est une énergie qui est donc proportionnelle à la masse et à la vitesse au carré d'un objet qui se déplace. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'énergie cinétique. On a vu ça au collège.
il y a une autre forme d'énergie qui est liée aux forces fondamentales et qu'on appelle l'énergie potentielle. Alors, par exemple, la force fondamentale d'interaction gravitationnelle, la gravité, donc, il existe une forme d'énergie potentielle appelée énergie potentielle de pesanteur qui est associée à cette force fondamentale. Il y a l'énergie potentielle électrique qui est associée aux interactions électrostatiques et ainsi de suite. Bon, les interactions fondamentales, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques énergies potentielles donc, qui existent comme ceci. Elles ont un statut particulier, on verra après pourquoi. Et enfin, le travail. Le travail, c'est une forme d'énergie qu'on calcule en physique, ce qu'on appelle le travail, c'est une forme d'énergie qui est liée aux forces et au déplacement et qu'on sait calculer, quelle que soit la force, à partir du moment où on a un objet qui se déplace et qui subit des forces. Là encore, on verra l'utilisation de ça plus tard. Alors, on va pouvoir définir donc l'énergie mécanique d'un système comme étant la somme de l'énergie cinétique de ce système et de toutes les énergies potentielles du système. Alors évidemment, tout ça peut dépendre du temps, puisque son énergie cinétique va changer quand sa vitesse change, et les énergies potentielles vont changer quand la position change. Alors, cependant, dans un cas un peu particulier, si le système est soumis que à des forces conservatrices, c'est-à-dire que des forces qui dérivent d'une énergie potentielle, alors dans ces cas-là, l'énergie mécanique est constante. Elle ne change pas au cours du temps. C'est ça que ça veut dire constante. Ça ne veut pas dire que l'énergie cinétique ou l'énergie potentielle sont constantes, ça veut dire que la somme des deux est constante. Alors il existe des cas où le système est soumis à des forces conservatrices et des forces non conservatrices. Typiquement, par exemple, les frottements, c'est-à-dire tout ce qui se passe quand un objet se déplace par rapport à un autre en le touchant, les forces de frottement, elles, vont être non conservatrices. Dans le cas où on a un système où il y a des forces non conservatrices, le changement d'énergie mécanique, c'est en fait lié au travail des forces non conservatrices. Et on va avoir une perte ou un gain d'énergie en fonction du travail des forces non conservatrices. Ça a l'air un peu théorique comme ça, on va voir un exemple un peu plus simple. Prenons une balançoire. Donc vous asseyez sur un siège suspendu en hauteur et vous commencez à vous balancer. Si vous regardez une balançoire sans frottement, c'est-à-dire vous oubliez que vous perdez de l'énergie parce que vous poussez l'air, on a un système qui convertit en continu de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Alors c'est de l'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'on est attiré par la Terre en permanence. Plus on est haut, plus on a une énergie potentielle importante, mais plus notre vitesse est basse. Plus on descend, plus notre vitesse augmente et plus on a une énergie cinétique importante, mais plus on perd de l'énergie potentielle. Et en fait, si on calcule ces deux quantités au cours du temps, on voit qu'elles se compensent parfaitement si on est négligé frottement. Et en fait, notre balançoire, c'est un système qui convertit en permanence de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Quand je suis au plus haut, j'ai un maximum d'énergie potentielle, je descends, j'augmente mon énergie cinétique jusqu'à un maximum, c'est quand je suis à la verticale dans ma balançoire. Là, je vais le plus vite et je n'ai plus d'énergie potentielle, enfin j'ai le plus bas niveau d'énergie potentielle. Et après, je vais remonter avec la vitesse que j'ai accumulée, je vais remonter, je vais perdre de l'énergie cinétique, ma vitesse va diminuer de plus en plus, et je vais augmenter mon énergie potentielle jusqu'à retrouver un maximum au point le plus haut, et ainsi de suite. Alors évidemment, si on fait de la balançoire, ça s'arrête au bout d'un moment, et ça s'arrête parce qu'en fait on a des frottements. Ces frottements, c'est une force non conservatrice, et en fait elle va faire qu'en permanence, on va perdre un tout petit peu d'énergie mécanique, et au fil du temps, on va tomber à une énergie mécanique nulle. C'est-à-dire qu'on va passer son temps à convertir de l'énergie potentielle en énergie cinétique et vice-versa, mais l'énergie mécanique, donc la somme des deux, va diminuer, la somme des deux va diminuer au cours du temps jusqu'à tomber à zéro. Et en fait, si vous prenez une balançoire et que vous observez le mouvement, ce que vous voyez, c'est que vous avez toujours un mouvement de va-et-vient, mais avec une amplitude d'oscillation et une vitesse au point le plus bas qui diminue petit à petit jusqu'à tomber à zéro. Alors, c'est ce qu'on essaye de compenser en se déplaçant sur la balançoire pour se redonner un petit coup d'énergie. On dépense de l'énergie pour en rajouter un peu, et ça permet de maintenir le mouvement, mais il faut qu'on dépense de l'énergie, nous, quand on est sur la balançoire, pour faire ça, pour compenser l'effort de frottement. Et là encore, c'est non conservatif. Bon, voilà, donc on verra un petit peu plus en détail avec des vrais calculs cette fois-ci, comment ça se passe pendant le cours. Je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon dimanche.